Le 7-9, intervenez. Au 01 45 24 7000 pour questionner ou interpeller notre invité ce matin, l'économiste Gaël Giraud, qui signe la préface de ce livre de Steve Keen, L'imposture économique, aux éditions de l'Atelier. Alors on a pas mal de questions, hein. Vos propos, Gaël Giraud, ont suscité pas mal d'interrogations chez nos auditeurs. Qui est en ligne? Florie, qui nous appelle de Poitou-Charentes. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Merci de prendre ma question. Donc ma question est la suivante. Nous savons aujourd'hui que notre système de croissance économique n'est pas durable. Pourtant, nos politiques, nos médias et nos lobbies ne jurent que par ce paradigme. Alors pouvons-nous ou devons-nous continuer à faire confiance à ces personnes? Merci Florie. Gaël Giraud. Oui, cette auditrice a tout à fait raison de poser la question. Il faut abandonner le veau d'or que constitue la croissance du PIB. La croissance du PIB, ce n'est pas une promesse de prospérité, et c'est la promesse au contraire que nous allons dans le mur du point de vue énergétique et écologique. Donc elle a tout à fait raison. Là aussi, il y a un changement, disons, de paradigme, de mentalité radicale qu'il faut faire. Il faut qu'un certain nombre de nos paramètres croissent. Il faut qu'il y ait plus de gens qui aient du travail, de meilleure qualité, plus de santé, etc. Puis un certain nombre d'autres paramètres qui décroissent. Il faut qu'on consomme moins de pétrole, moins d'énergie combustible, et il faut qu'on pollue moins. Mais enfin, il y a quelques minutes, vous avez appelé à une relance des investissements en France. C'est bien pour bien sûr, faire rebondir la croissance, non? Non, vous m'avez bien entendu, j'ai dit une relance des investissements pour la transition énergétique. Oui. Ça, c'est fondamental. Oui. C'est pas juste pour faire du PIB. Parce qu'on peut faire du PIB, par exemple, juste avec de la finance qui explose. Vous voyez, une bulle financière, ça fait augmenter le PIB. Oui. Et ensuite, ça plonge tout le monde dans le marasme économique. Christian nous appelle de Rennes. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Merci d'avoir pris ma question. Voilà, alors ma question est toute simple. Il semblerait que les gouvernements successifs de la France aient garanti les emprunts par nantissement sur l'épargne française. Actuellement, la dette est de l'ordre de 2000 milliards et disons les bas de laine des Français représentent 12 000 milliards d'euros. Alors qu'en est-il exactement? Est-ce qu'un gouvernement ne serait pas tenté de puiser sur l'épargne française afin de rembourser la dette? Christian, merci. Gaël Giraud. De nouveau, cet auditeur n'a pas de tort, au sens où on pourrait très bien imaginer qu'on fasse un grand emprunt national qui nous permette d'utiliser l'épargne des Français, qui de fait est très abondante, plutôt que de nous remettre entre les mains des marchés financiers. Aujourd'hui, honnêtement, ce n'est pas du tout une urgence, vu la faiblesse des taux auxquels nous pouvons emprunter. Mais si jamais, demain matin, les marchés financiers se décidaient, disaient, voilà, c'est amusant de pilonner la dette française, comme on l'a fait pour la dette grecque ou pour la dette espagnole, eh bien, on pourrait tout à fait envisager, on l'a fait dans les situations de crise extrême, en 1976, rappelez-vous, au moment de la sécheresse, on pourrait tout à fait imaginer qu'on fasse un grand emprunt national, solidarité nationale, et on demande aux Français de prêter à l'État. Donc les Français, nous prêtons à nous-mêmes pour pouvoir avancer et pour la génération future. Sur quel niveau d'emprunt on peut emprunter jusqu'à 200. Bon, l'auditeur, voilà, il mélange plusieurs choses à la fois, mais en gros, on peut emprunter jusqu'à 200 milliards chaque année. En fait, de bas de laine des Français, d'épargne française. Et c'est à peu près ce que nous empruntons au marché financier. Donc en réalité... À quel taux? Oui, c'est ça. Après, c'est l'intérêt de... C'est ça la question. Mais c'est l'intérêt de prêter à l'État. C'est un débat politique. C'est à combien est-ce que les Français sont prêts à se prêter à eux-mêmes pour pouvoir relancer la machine économique française? Ah, ça, je sais pas, c'est à nous de décider ensemble. Ça, c'est un débat politique. Attendez, c'est toute la question. C'est un débat politique. C'est toute la question. Parce qu'actuellement, on emprunte sur les marchés financiers à presque zéro. Oui. Effectivement, ça peut changer. On emprunterait après sur les marchés français des particuliers à presque zéro. Bien sûr. Et ça dépend. Si vous empruntez à 30 ans, le taux d'intérêt va être beaucoup plus élevé. Mais à 30 ans, c'est pas la même chose. Vous voyez, il y a le taux d'intérêt, il y a la maturité. Voilà. C'est pas la même chose. Un coup d'œil à présent sur les réseaux sociaux, Hélène Roussel. Réaction enthousiaste plutôt ce matin, iconoclaste, alternatif, hétérodoxe, loin des discours dominants. Enfin pour Jo Buisson, pour un Gaël Girard dans les médias, combien de catéchistes libéraux? Il est où le CSA, se demande Mémor. Il y a toujours des râleurs. Voilà. Le plus urgent. On peut faire tout ce qu'on veut. Le plus urgent, c'est que l'État agisse avec des investissements ciblés. Il se désendettera plus tard. Dites-vous, comment en êtes-vous sûr? Vous demande Pistuki. La question, c'est, vous voyez, aujourd'hui, on est dans la déflation. C'est-à-dire que les prix baissent, il n'y a plus de croissance, tout le monde anticipe que les prix vont continuer de baisser, plus personne ne veut acheter, plus personne ne veut investir. Je caricature, mais en gros, c'est ça le mécanisme. Pourquoi? Parce que tout le monde est criblé de dettes et tout le monde se dit l'urgence des urgences, c'est de se désendetter.
Une fois qu'on est tombé dans ce piège, c'est très très difficile d'en sortir. Il n'y a qu'un seul acteur économique qui peut garder la tête hors de l'eau, c'est l'État, parce que lui, il a la visée de l'intérêt général et du très long terme. Donc lui, il peut continuer d'avoir de la dette publique, il investit dans la transition énergétique, et comme vous le savez, l'an dernier, il y a eu un comité national pour le débat sur la transition, auprès du gouvernement, dont j'ai fait partie, qui a dressé une liste de 12 grands scénarios de transition énergétique pour la France jusqu'à 2035. Donc on a des feuilles de route de ce qu'on peut faire. Ça crée énormément d'emplois, ça réduit le déficit de la balance commerciale, et ça fait de l'activité économique. Faisons ça. Et on a les moyens en réalité. Par exemple, j'ai participé cette année à une étude sur la rénovation thermique des bâtiments publics. On a prouvé qu'on peut aujourd'hui en France financer un grand plan de rénovation thermique des bâtiments publics en France. Et on est en train d'essayer de porter ce sujet au niveau européen pour que Juncker l'inscrive au sommet de l'agenda des 300 milliards qu'il veut dépenser en Europe. Vous voyez ? Ça, c'est des propositions très concrètes, mais qui supposent évidemment de sortir la tête de la boîte de l'économie dominante. Question de Thomas Legrand. Depuis quelques semaines, il semble que François Hollande ait un discours assez verdi, assez écologiste. Est-ce que vous sentez une inflexion ou c'est simplement la préparation de la conférence climat politique 2015 ? C'est tout à la fois, c'est-à-dire, si vous voulez, je crois que le président de la République a bien compris que c'est un enjeu politique de société urgent aujourd'hui. Il se trouve qu'en plus, de fait, en décembre 2015, nous avons la COP21, c'est-à-dire le prochain grand sommet intergouvernemental sur le climat, et que la France est le pays hôte de ce sommet. Ça aura lieu à Paris. Donc, c'est une opportunité inouïe pour qu'on puisse avancer sur ce sujet et le placer à l'avant-scène du débat politique. Ah oui, j'y crois absolument, tout à fait. J'ai déjeuné il n'y a pas longtemps avec le président de la République. C'est un vrai sujet pour lui aujourd'hui. Au Standard d'Inter, Eric qui nous appelle de Paris. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir quelle est l'opinion de l'auteur du livre et des économistes qui partagent ces opinions sur l'existence de la monnaie unique, notamment l'euro, ou par rapport à une monnaie indépendante des États. Voilà, question simple. Alors, donc c'est un sujet extrêmement compliqué, comme vous le savez. Je vous donne ma réponse et je sais que c'est celle de Steve Keen également. L'euro-monnaie unique ne marche pas bien. Ça ne veut pas dire qu'il faille en sortir. En sortir, c'est un suicide. Donc, vous voyez, il y a une ligne de crête à suivre qui est comprendre que l'euro-monnaie unique tel que nous l'avons construit ne marche pas, il nous envoie dans le mur, conduit en fait à une séparation entre l'Europe du Nord industrialisée et l'Europe du Sud qui se désindustrialise. Et ces deux Europes-là vont avoir beaucoup de mal et de plus en plus de mal à cohabiter avec une monnaie unique. C'est tout le débat en cours sur la convergence des Exactement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, ma proposition, qui est également celle de Steve Keen et d'un certain nombre d'autres économistes, c'est l'euro-monnaie commune. Ça me prend 5 secondes à l'expliquer. Vous gardez l'euro pour les transactions hors de la zone euro. Donc là, ça ne change rien. Donc si vous transactez avec les États-Unis, c'est le même cours de change qu'aujourd'hui, euro-dollar. Mais à l'intérieur de la zone euro, vous rétablissez des euros nationaux dont le taux de change est débattu politiquement. Et donc, une fois par an, par exemple, le 1er janvier, le Conseil de l'Europe se réunit et dit aujourd'hui, cette année, on va dévaluer l'euro-drachme, l'euro grec, parce que la Grèce a absolument besoin d'une bouffée d'oxygène. Ce qui permet de revenir à des politiques de dévaluation. Oui, tout à fait. Ça va faire des euros CFA, des grandes différences. Si vous voulez, c'est une manière de revenir au serpent monétaire européen, mais non plus gagé et ancré sur l'écu, mais ancré sur l'euro. Avec la Grèce, ça sera facile. Avec l'Allemagne, comment on va discuter avec l'Allemagne évidemment, l'Allemagne est la seule qui ne sera pas d'accord avec ça. Mais je dévalue de 20% la monnaie. Il n'y a pas de raison que l'Allemagne soit celle qui décide du sort économique de toute l'Europe. Hein. C'est un peu l'Allemagne qui tient le système. Il n'y a aucune raison pour ça. Frédéric, à part le rapport de force, peut-être. Frédéric, l'Europe est un pays la France est un pays très riche. Et on a tout à fait les moyens de discuter d'égal à égal avec l'Allemagne. On a une espèce de complexe, nous, les Français vis-à-vis des Allemands, qui est historiquement compréhensible, mais dont il faut absolument se débarrasser. Frédéric nous appelle de Pau. Bonjour Frédéric. Allô ? Bonjour Monsieur Giraud, pensez-vous que les États ont encore la force et la volonté de discuter le leadership de la gouvernance mondiale à la finance, ou bien faudra-t-il que les peuples qui sont censés être représentés par ces États se soulèvent et le fassent à leur place pour préserver leurs biens communs ? Alors, vaste. Oui, c'est une énorme question aussi. Débat, moi, je vous répondrai ceci. Les politiques ne bougent effectivement que si le peuple se bouge. Et donc, il faut les deux. Il faut à la fois des politiques courageux, qui aient une vraie colonne vertébrale et qui aient compris que les marchés financiers ne sont pas la panacée et n'apporteront pas la prospérité en Europe. Mais ils n'auront le courage de bouger que s'ils sentent que l'opinion publique les appuie, les pousse et en veut. Donc, il y a aussi un travail à faire de notre côté, à la base, qui est nous-mêmes de sortir de la sidération vis-à-vis de la finance, et de nous dire, on a un autre projet que simplement la financiarisation mortelle de notre société. Cet autre projet, je crois, ça doit être la transition énergétique en Europe. Daniel nous appelle de Rouen, je crois, c'est ça ? Bonjour Daniel. Oui, tout à fait, oui. Nous vous écoutons.
Oui, bonjour. Ma question, elle reprend un peu celle qui était précédemment posée. Faisons preuve de civisme, nous, tous les Français, et lançons un grand emprunt, puisque nous avons, nous les Français, les ménages français, globalement, les moyens de répondre à ce grand emprunt, puisque, comme ça a été dit précédemment, nous possédons 6 fois le PIB français. Allons-y, disons-le haut et fort, faisons preuve de civisme et allons-y et repartons sur des grands travaux qui puissent moderniser le pays et relancer l'économie, transition énergétique entre autres. Voilà. Merci Daniel, je vous ai vu hocher la tête quand même, Gaël Giraud, là-dessus. Je suis tout à fait d'accord, simplement le point, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas l'urgence des urgences maintenant, puisqu'on peut emprunter à des taux très faibles. Oui. Voilà. Si jamais les marchés financiers se retournaient contre nous, je suis absolument d'accord avec cet auditeur, c'est ce qu'il faudrait faire le lendemain même, c'est certain. Question de Philippe Lefebvre. Vous avez rejeté tout à l'heure le principe, un des principes qui fondent une grande partie de la théorie économique, c'est-à-dire cette croyance qui veut que quand on fait du déficit, de la dette, les agents économiques l'anticipent, anticipent les futurs impôts et donc agissent en conséquence. On doit à Ricardo. Voilà, c'est l'équivalence ricardienne, si je ne me trompe pas. Pourtant, il y a des exemples. En France, pays où les impôts sont élevés, il y a un taux d'épargne très fort. C'est bien qu'on anticipe finalement les impôts à venir. Ça existe quand même, non, cette attitude-là. Pas du tout. Empiriquement, ce que vous appelez l'équivalence ricardienne, c'est cette idée-là. Hein, c'est qu'à chaque fois que l'État dépense 1 euro, les ménages épargnent 1 euro en se disant attention, dans le futur, les impôts vont augmenter. Empiriquement, ça n'a jamais été démontré. Donc, premièrement, c'est une espèce de loi qu'on enseigne partout, que moi j'enseigne à mes étudiants. Je suis obligé de l'enseigner à mes étudiants. Ah, vous l'enseignez vous-même? Je suis obligé de l'enseigner. Mais évidemment, je leur explique que c'est complètement faux. Hein. Vous faites un gros je fais passer des concours dans les grandes écoles où je demande aux étudiants de me réciter ça et je donne une très bonne note à celui qui m'explique que c'est faux. Hein. C'est empiriquement complètement faux. Et en plus, si vous voulez, le taux d'épargne des Français, vous l'expliquez pas par ça, par exemple? Non, pas du tout. Une anticipation sur les impôts à venir, Il y a d'autres pays qui dépensent autant qu'en France où le taux d'épargne est plus faible. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une question d'anticipation rationnelle de l'augmentation des impôts. Et la question qu'on pourrait poser, c'est admettons même que les ménages français anticipent qu'il va y avoir une hausse des impôts. Pourquoi est-ce qu'elle aurait lieu demain matin et pas dans 3 générations? Qu'est-ce qu'ils en savent? Est-ce qu'aujourd'hui j'augmente mon épargne de manière à ce que mon arrière-petit-fils ait moins d'impôts à payer? C'est pas vrai. Vous voyez bien que c'est pas vrai du tout. C'est l'insécurité qui explique l'augmentation de l'épargne. Oui, c'est pas lié en tout cas à la dépense publique. Bernard Guetta, vous avez fait allusion tout à l'heure au plan Juncker. J'imagine que dans votre esprit, il est totalement insuffisant, ce qu'il est effectivement. Mais au-delà de ça, est-ce que vous voyez ou pas du tout un tournant dans la vision économique des gouvernements européens aujourd'hui? Alors, un tournant, il faudrait avoir beaucoup de préscience. Ce qui me semble, il y a une petite inflexion liée au fait que la BCE a bien compris le drame de la déflation que j'ai essayé de décrire tout à l'heure. Donc la BCE est très très alertée là-dessus. Elle essaie d'agir en conséquence avec les moyens qui sont les siens. Maintenant, l'essentiel est dans la main des États, des gouvernements, qui, à mon sens, doivent lancer un grand projet de type transition énergétique. Si on le fait au niveau européen, c'est encore mieux. On aura une force de levier. L'idée monte partout. Comment? L'idée monte partout. Oui, l'idée monte partout, tout à fait. Donc j'ai bon espoir qu'on y arrive. Il faut un minimum de coordination, il faut mettre les bouchées doubles. Aussi bien la Commission européenne que Juncker, que le Parlement européen commencent à s'habituer à l'idée. Donc peut-être qu'on en reparlera dans 6 mois. Arnaud nous appelle de Dordogne. Bonjour. Oui, bonjour. Ma question, en fait, était assez simple. C'était à propos de l'endettement. Je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'il faut s'endetter pour investir et avoir de l'avenir. Ma question, c'était plus sur le financement en fait de notre système si précieux de protection sociale et de retraite, qui n'est financé que par la dette, mais qui n'est pas un endettement d'investissement. Comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça, sachant qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à le financer sans s'endetter? Et donc, c'est une dette qui est perdue en quelque sorte, puisqu'elle ne peut pas servir à investir et donc à relancer la machine. Merci pour cette question, Arnaud. Gaël Giraud. Oui, en fait, alors, ce qui est pas tout à fait, là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est quand vous dites que c'est une espèce de dépense à fond perdu. En réalité, pour qu'un investissement concret aujourd'hui puisse rapporter et donc créer de la croissance, des emplois, ce que vous voulez, il faut aussi qu'il y ait un environnement avec des gens qui sont en bonne santé, qui peuvent travailler. Et ça n'est possible que parce que vous avez du service public, des biens publics qui sont financés dans l'économie. Et donc, pour ça, il vous faut de la protection sociale. Il vous faut un système hospitalier de grande qualité, etc. Vous voyez ? Donc, tout ça, évidemment, si je regarde simplement localement mon investissement, je ne le vois pas. Simplement, mon investissement ne sera jamais rentable si je n'ai pas l'environnement favorable qui lui permet de porter les fruits et d'être fécond. Pour finir, Gaël Giraud, est-ce que vous pouvez répondre simplement à la question qui est posée au fond par ce livre de Steve Keen ? Les économistes sont des imposteurs? Non, d'abord parce que les économistes sont très hétérogènes, il y a de tout dans les économistes. Ce qui ne va pas, c'est qu'aujourd'hui nous sommes rendus aveugles par une théorie dominante qui refuse d'entrer dans le débat et qui cornérise tous ceux qui la critiquent. Non, mais cette théorie dominante, elle est portée par un collectif, par un ensemble. C'est ça, tout à fait, oui. Donc...
Et elle Les tient pas la route. économistes. Et elle tient pas la route. Non, pas tous les économistes, c'est ça. Il ne faut pas non plus faire des économistes les boucs émissaires. Alors, ceux qui guident les politiques suivies dans la plupart des gouvernements. Ceux-là, en général, effectivement, manquent beaucoup de clairvoyance, de recul, parce qu'ils n'ont pas le temps beaucoup de réfléchir. Bon. Et ils devraient tous lire le bouquin de Sifkin, certainement. Bon, ben, très bien. Vous nous le recommandez. Je dois dire quand même, il faut être honnête avec les auditeurs. Il y a des passages sur lesquels il faut s'accrocher et les profanes en sciences économiques auront du mal à Il y a franchir quelques passages un peu les remises en difficiles. cause sur des courbes de l'offre et des courbes de la demande. Mais c'est un bouquin qui s'adresse à tout le monde. Stifkin, l'imposture économique aux éditions de l'Atelier, préface de Gaël Giraud. Merci d'être venu nous en parler ce matin sur France Inter. Je rappelle que vous avez supervisé la traduction de ce livre.